Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour notre petit retard à l'allumage. Comme, toutes les premières fois, puisque vous l'aurez compris, pour ceux qui sont inscrits, c'est notre premier webinaire, il y a des bugs de dernière minute non prévus malgré la préparation et donc notre intervenante, Bénédicte me rejoint sur site, dans quelques minutes. Nous allons démarrer sans elle puisqu'elle ne parvenait pas, alors que ça marchait très bien ce matin, à se connecter. Mais pour ne pas prendre de retard, on va néanmoins animer l'introduction, ce qui va lui permettre d'arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux avec votre sandwich ou votre salade de nous rejoindre ce midi pour cet événement. Je remercie Clémence qui est déjà avec nous, qui a réussi sans difficulté depuis Herzal, elle, à se connecter. Bonjour Clémence. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Je vous propose, pour ceux qui sont arrivés, peut-être de commencer effectivement à vous présenter, puisque selon le lien que vous avez reçu, comme on a quelques petites difficultés avec le logiciel, on ne voit pas toujours vos noms et vos prénoms. Et pour animer ce démarrage et attendre que tout le monde se connecte, a priori, vous étiez un peu plus de 90 inscrits, on va lancer un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran. Comme ça, on comprendra mieux qui est déjà dans la salle. Voilà, donc est-ce que vous êtes plutôt de la team RH, de la team dirigeant ou aucun des deux? A priori, ce webinaire était plutôt destiné aux RH, aux décideurs et aux dirigeants, mais peut-être que vous êtes aussi simplement curieux, donc n'hésitez pas à soumettre votre vote. On est déjà une trentaine. Moite-moite dirigeants RH. 5% de curieux, ça continue à voter. Si vous voulez voir les résultats en direct, vous pouvez aller dans les trois petits points où il y a écrit « App » et vous verrez le sondage. Super, on voit que ça se connecte au fur et à mesure. Impeccable. Donc, on a une bonne représentativité, effectivement, RH et dirigeants. Et puis, 8 curieux, donc 22% de curieux qui sont aussi parmi nous. Bienvenue à vous. Et 37 votants à date. J'ai vu qu'on était à peu près 46 inscrits pour le moment, donc n'hésitez pas à voter. Et on va lancer le deuxième petit sondage qui nous fait rentrer un petit peu plus dans le sujet. Il va arriver dans pas longtemps. C'est Rachel qui a ma manœuvre derrière. Et voilà. Alors, votre posture face à l'IA au boulot. On est bien dans un contexte entreprise, pas sur les utilisations à titre personnel. Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture enthousiaste? Est-ce que vous êtes plutôt curieux, mais que vous restez extrêmement prudent? Ou est-ce que vous êtes carrément extrêmement prudent et vous êtes plutôt dans une attitude d'être flippé face à l'IH? Face à l'IA, pardon. Vous pouvez soumettre vos votes. On n'a que des curieux et des enthousiastes. Pour l'instant, aucun rétif à l'IA. Ce qui d'ailleurs, Bénédicte nous le partagera aussi quand elle arrivera, n'est pas forcément représentatif de ce qu'elle vit en formation. Peut-être qu'effectivement, vous qui vous inscrivez à ce webinaire, vous êtes particulièrement déjà investi sur le sujet et intéressé. Mais dans ces formations, elle nous explique que souvent, c'est 50-50, c'est-à-dire 50 qui sont curieux et enthousiastes et 50% qui sont au contraire extrêmement prudents et extrêmement inquiets de l'IA. Donc là, on voit que vous êtes 53% curieux, 44% enthousiastes et 3% prudence maximale. Donc, merci pour vos réponses. Et puis, un troisième petit sondage avant l'introduction que va nous lancer aussi Rachel. Concrètement, vraiment au travail, pourquoi vous utilisez, à quelle fréquence vous utilisez l'IA? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est occasionnellement, rarement ou jamais? En lien évidemment avec la question d'avant, mais un petit peu différente dans l'angle. Ouais. Ok, pour l'instant, 56% l'utilisent occasionnellement, 55 plutôt, 32% tous les jours, et 13% l'utilisent rarement. Ils vont un peu mollo, en attendant de voir peut-être comment ça se comporte. Ok, hyper intéressant. On a le nombre de participants augmenté depuis tout à l'heure. Donc, on va pouvoir démarrer l'introduction et je suis sûre que Ben sera là tout bientôt.
À nouveau, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde la présentation des 3 intervenants pour que, quand elle arrive, et peut-être vous donner quelques règles d'usage sur ce logiciel que nous utilisons pour la première fois. Donc, encore désolé des petits désagréments. Là, vous avez en fait plusieurs possibilités pour interagir avec nous. Nous ne vous voyons pas. Par contre, nous pouvons vous lire, soit dans le chat si vous voulez ajouter une expérience, un témoignage qui est utile à la communauté qui est connectée avec nous, soit si vous souhaitez vraiment poser une question à l'une ou l'autre d'entre nous, de bien le mettre dans le petit onglet questions qui est en bas à droite de votre écran, de sorte que nous puissions soit répondre en tapant une réponse écrite, soit faire monter la question dans l'écran et y répondre oralement et la dédier à l'une ou l'autre des intervenantes. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser ces deux petites applications en bas à droite de votre écran. Je remercie aussi Rachel, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est modératrice de cet événement et qui, derrière, pourra aussi, si vous n'arrivez pas à poser une question, vous aider. Donc, n'hésitez pas à lui demander dans le chat. Le webinaire va avoir un replay qu'on vous enverra si vous souhaitez le transférer aussi à des collègues qui n'auraient pas pu être là et qui seraient intéressés. Il se terminera aux alentours de 13h30 et on aura trois grandes parties. Une première partie sur vraiment les risques du shadow IA, donc cette IA clandestine, c'est-à-dire l'utilisation sans directive de la direction de l'entreprise et sans que forcément vous le sachiez par vos équipes des outils de l'intelligence artificielle. Il ne s'agira pas que de l'intelligence générative, même si évidemment elle prend une place importante. Une deuxième partie sur les opportunités, parce qu'effectivement, cette Shadow IA dans vos entreprises, elle présente aussi un certain nombre d'opportunités que nous pourrons évoquer ensemble. Et ensuite, comment faire son coming out de l'IA, quelles sont les conditions pour prendre la parole sur ce sujet et l'organiser, en faire vraiment une valeur et un axe stratégique. Et donc, nous allons essayer d'éclairer ça de témoignages concrets, bien sûr, de Clémence, que je vais laisser se présenter à suivre, mais qui est dans une entreprise qui a fait son coming out de l'IA, mais aussi de Bénédicte, qui est une intervenante qui est formatrice sur ce sujet depuis maintenant plusieurs années et qui a formé plus de 250 dirigeants et managers au sujet. Alors, juste avant de démarrer la présentation, je vois en commentaire que certains n'ont pas le son. J'espère que les autres nous entendent. Peut-être que c'est le son de l'ordinateur, mais ça, j'imagine que vous avez regardé. Ah, d'autres nous entendent. Oui, pas de souci de son OK, c'est tout bon ici, pas de problème. J'imagine du coup que c'est peut-être le son qui est découpé sur votre ordinateur. Hop, et que peut-être... Bonjour à tous, merci pour ceux qui se présentent, comme ça on sait un petit peu mieux qui vous êtes. Rebonjour à ceux qui arrivent. Super. Plein d'adhérents Vénétis et de RH Vénétis. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver en cette rentrée pour ce webinaire. OK, donc le son a l'air quand même d'être OK pour la plupart d'entre vous. Donc, je vais laisser la personne qui ne nous entend pas essayer de régler le souci de chez lui. Il y a un bouton aide en bas à gauche pour tester le son. Voilà, merci la communauté pour les tips de ceux qui ne nous entendent pas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire la présentation de nos deux parcours, Clémence et moi, et comme ça, Bénédicte nous rattrapera dès qu'elle arrive. Clémence, je te laisse te présenter. Je te remercie à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Clémence Cariou, moi, je suis responsable RH et RSE pour le groupe Sylvadec depuis mars 2023. J'ai 36 ans. J'ai découvert l'industrie depuis presque 3 ans, au sein de Sylvadec, après un parcours professionnel dans le secteur du prêt-à-porter à Paris, à Nantes et donc depuis plus récemment à Vannes. Pour vous redonner le contexte, donc Sylvadec est un industriel du bois composite. L'usine principale est à Arzal, donc entre Vannes et Nantes. On fabrique des lames de terrasse, de la clôture et du bardage en bois composite. Donc, c'est un mélange de farine de bois, à peu près 2 tiers de farine de bois et 1 tiers de plastique qui se veut de plus en plus, la part de plastique recyclé se veut de plus en plus importante. On a 110 salariés sur différents sites en Bretagne et en Allemagne. Donc, on a plein de profils différents, donc plein de manières d'utiliser l'IA et d'opportunités, puisqu'on a du personnel de production, plein de services support, et dans ces services support, il y a des profils très, très différents niveaux d'études, des écoles de commerce, des ingénieurs, des bacs, plein de choses différentes, donc plein d'opportunités. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Clémence, et ça nous a permis
l'arrivée en direct de Bénédicte, parce que malgré l'IA, vous voyez que les joies du direct restent pleines et entières. Bonjour à tout le Donc, monde. Bénédicte, on a procédé au petit sondage, on était sur le tour de table. Super. Et donc, on démarre seulement. Donc, Très à bien. toi la présentation, de nous dire qui tu es et aussi peut-être nous refaire un petit peu les constats qu'on avait prévu que tu fasses en rebond sur le sondage pour nous dire un petit peu ce que toi tu as observé dans la posture des dirigeants, des décideurs et des RH face à l'IA et puis évidemment aussi leur utilisation précise de ces outils. Ok. Ben, moi, je fais de la formation à l'IA générative depuis 2 ans et demi. Mon métier, c'est le marketing au départ. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait du marketing pour moi avec l'IA et puis je me suis trouvée à le transmettre. Et j'ai formé à ce jour un peu plus de 500 personnes, et à la fois des salariés, des dirigeants et un peu des étudiants. Et ça me donne un poste de vigie assez concret, je pense, pour voir ce qui se passe. Et ce que je vois beaucoup, moi, depuis 2 ans, c'est du shadow IA à tous les étages. C'est-à-dire que quand je fais des formations inter où il n'y a pas de dirigeants, les gens osent parler d'IA et ils me racontent des choses du genre moi, avec l'IA, j'ai gagné 2 heures, et puis est-ce que ton N+1 le sait? La réponse, elle est jamais. Je vois des dirigeants qui sont ont des cultures très différentes vis-à-vis de l'IA, et ceux qui sont loin de l'IA n'envisagent pas que leurs équipes soient sur l'IA, en fait. Donc, il y a souvent un déni qui est très corrélé à la culture même du dirigeant ou de l'équipe dirigeante. Et puis moi, ce que je vois, c'est les risques que ça produit. Et c'est ce que j'entends dans mes groupes qui me met la puce à l'oreille pour me dire qu'en fait, ce n'est pas un sujet techno, l'IA. Enfin, c'était déjà une certitude. Je dis toujours que l'IA, c'est un sujet de langage d'abord. Mais en fait, ce que je constate, c'est que c'est un sujet de RH. Parce que ce que j'entends dans les formations, c'est des choses qui sont un peu lourdes, en vrai. Parce que c'est du mensonge, c'est une sensation d'être en clandestinité dans son travail et c'est agréable pour personne. C'est des formes de jalousie que je n'avais même pas imaginées. Et c'est surtout des émotions de la part des salariés qui sont souvent celles de la peur, en fait. Ils n'osent pas en parler, ils ne savent pas s'ils peuvent en parler. Et il y a derrière sous-jacente, je pense, l'idée qu'il y a un risque pour leur poste, en fait, quand ils vont faire de l'IA officiellement, etc. Donc, je vois des salariés qui sont, je dirais, 90%, quand leurs dirigeants ne sont pas là, 90% disent qu'ils font de l'IA en clandestinité. Et puis des dirigeants plus ou moins conscients du sujet, et au-delà du sujet, plus ou moins conscients des risques que ça embarque pour eux. Et du coup, quand on voit ni les risques ni les usages, on n'imagine pas que ça puisse aussi être une opportunité pour eux. C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, je finis ce petit tour de table. Pour beaucoup, vous me connaissez, mais pour ceux qui regarderont en replay, peut-être qu'ils ne connaissent pas Vénétis. Donc, je suis Juliette Micheli, la directrice générale de Vénétis. Vénétis, c'est un groupement d'employeurs qui intervient sur le Morbihan Sud et la Loire-Atlantique. Un groupement d'employeurs, qu'est-ce que c'est? C'est une association de loi 1901 créée par des dirigeants pour des dirigeants qui recrutent en CDI des collaborateurs pour les mettre à disposition de 1 à 3 jours par semaine sur des fonctions support au sein des TPME et ETI de nos territoires, avec cet objectif d'avoir la bonne personne au bon endroit, au juste temps et au juste coût. Et donc, nous avons aujourd'hui 164 collaborateurs qui travaillent au sein de 340 entreprises du Morbihan et de Loire-Atlantique. Encore merci aux adhérents qui sont là et qui mutualisent ces ressources. Donc, évidemment, ce sujet de l'IA, on se dit pourquoi Vénétis s'en saisit finalement une association qui fait de la mise à disposition de personnel. Peut-être ça peut vous paraître loin comme sujet. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement prégnant pour nous parce que, comme le disait Bénédicte, c'est un sujet éminemment RH, c'est un sujet de compétences, c'est un sujet d'employabilité, c'est un sujet de risque RH et de risque business. Et donc, évidemment, tous ces sujets-là sont au cœur de nos activités, d'où le fait qu'on prenne la parole aujourd'hui sur ces sujets. Mais je vous expliquerai aussi dans les actions concrètes et les exemples concrets qui ont été mis en place chez Vénétis dans la dernière partie de ce webinaire, comment nous, on a décidé de traiter ce sujet pour embarquer nos collaborateurs sur la thématique. Voilà, les présentations étant faites. Si vous avez des questions à ce stade, vous n'hésitez évidemment pas à les poser et puis on les prendra au fur et à mesure. Mais on va démarrer sur la partie risque. Alors, on a identifié les grands items. On va essayer de donner des exemples concrets. Je vais faire un peu maîtresse du temps et de la répartition de la parole. Et donc, je vais tout de suite donner pour commencer la parole à Clémence pour qu'on aille sur un sujet très concret, c'est de savoir d'où finalement chez Sylvadec vous partiez, comment et pourquoi vous avez décidé d'aborder ce sujet.
Alors, le sujet de l'intelligence artificielle au sens large, on s'est assez vite rendu compte qu'on était en retard et qu'il fallait monter dans le train. Mais à ce moment-là, le shadow IA, enfin l'IA clandestine, était déjà bien installé. C'est ce qu'on a pu remarquer. Notre constat d'expérience, et avant qu'on entre en dernière partie sur ce qu'on a pu déployer, en tout cas les risques que j'ai pu constater en tant que RH, c'était oui, potentiellement un travail à deux vitesses, en fait, selon les profils, au sein d'une même équipe ou pas, mais entre ceux qui utilisaient l'IA, effectivement, sans en parler, la plupart du temps avec des comptes perso. Et ceux qui ne l'utilisaient pas, effectivement, une espèce de chape de plomb au-dessus des collaborateurs, j'en parle pas, ni à mon manager, ni à personne d'ailleurs. Est-ce que la crainte, c'est perdre son boulot à terme, enfin vraiment si on regarde le long terme, ou ce côté peut-être un peu se sentir usurpateur, je ne sais pas, mais en tout cas, ce travail à deux vitesses, on l'a constaté. Il y avait une crainte aussi de notre part de la fuite de données, de la confidentialité des informations. On ne savait pas forcément ce qu'on mettait dans l'IA, où est-ce que ça allait, même si on l'utilisait déjà au travers d'outils qui étaient mis à notre disposition sans trop le savoir, en fait. On a eu le sentiment, effectivement, de voir le train partir sans nous, clairement. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut monter dedans et vous verrez après comment. Ce que je constate aujourd'hui aussi au quotidien dans l'IA clandestine, c'est une mauvaise utilisation en fait de l'intelligence artificielle. Quand on n'est pas formé et qu'on ne s'est pas vraiment penché sur le sujet, et je prends mon propre exemple, avant d'être formé, en fait, on ne sait pas que l'IA peut halluciner. Donc, ça peut nous amener à prendre des décisions qui sont complètement irréfléchies. Un autre exemple de mauvaise utilisation que je vois au quotidien, c'est sur le droit social. Les intelligences artificielles qu'utilisent les collaborateurs au quotidien, en tout cas une des plus connues, est en fait assez mauvaise en droit social. Donc, si on n'a pas un œil un peu aiguisé sur ces sujets-là, on ne le voit pas en fait, quoi. Moi, j'ai reçu des courriers de collaborateurs aux premières lectures très rapides. Oula, c'est un avocat qui a rédigé ça. Et en fait, quand vous creusez un petit peu et que vous allez regarder à quel article ça fait référence, en fait, l'article n'existe même pas. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir aussi des collaborateurs qui se disent attends, moi, j'ai tout compris maintenant. Je peux tout faire, je peux tout écrire. Et en fait, c'est très dangereux parce que ça donne une sorte aussi de légitimité qui n'est pas la bonne, clairement. Voilà. Autre point aussi que je voyais comme un risque, c'est le sentiment de défiance qui grandissait. Est-ce que j'ai le droit ou pas d'utiliser l'intelligence artificielle? Donc parfois, les gens me posaient la question un petit peu discrètement au déjeuner. Ça peut créer des non-dits et en fait, ça, dans une politique RH et une politique d'entreprise, c'est vraiment bon pour personne. Voilà ce que j'ai pu constater en première lecture. J'enchaîne du coup avec un exemple, à la fois en rebond de ce que tu dis. Nous, on a eu aussi, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à témoigner dans le chat, notamment pour les RH ou même les dirigeants qui ont eu ce genre de comportement, mais effectivement des salariés qui rédigent leur propre avenant avec l'IA, qui vous les envoient. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé sur notre population. Et puis, nous, on a vraiment senti le risque, c'était assez tôt. On a des clubs métiers qui réunissent nos salariés qui exercent la même fonction dans nos entreprises adhérentes plusieurs fois par an, et notamment, on a un club de communicants qu'on réunit 2 à 3 fois par an. Et donc, un jour, on avait abordé ce sujet de l'intelligence artificielle et il y a une personne de ce groupe qui nous avait dit « mais moi, je l'utilise, ça m'a fait gagner 50% de mon temps ». Et je me suis dit « mais comment on gère cette relation au temps de travail ? Comment on la prend en compte et qu'est-ce que du coup on va donner davantage à faire ou pas ». Et en tout cas, si on ne le sait pas, on est incapable de piloter et de comprendre le temps qui est alloué à chaque tâche par nos collaborateurs, sachant que celui qui l'utilise va peut-être y passer 4 fois de moins de temps et celui qui ne l'utilise pas, il passera toujours le même temps. Et donc, ça pose aussi la question des temps de travail, de la rémunération, donc des sujets éminemment complexes à adresser. Et puis, c'est aussi, dans les risques, c'est le stress. Je trouve que ça génère, que tu évoquais d'ailleurs en introduction, Bénédicte, c'est-à-dire que nous, on a, au-delà de l'IA générative, on a aussi maintenant des migrations logicielles qui sont en cours et qui embarquent beaucoup d'IA, ou des projets logiciels qui embarquent de l'IA, de l'automatisation, du no-code, etc. Et donc, les personnes qui exercent aujourd'hui des postes qui peut-être ont 30 ou 40% de saisie manuelle ou d'administratif qui est fait encore aujourd'hui à la main, vont avoir des postes qui vont considérablement évoluer et pas avoir la crainte peut-être
de ne plus être nécessaire. C'est aussi ce que tu disais, Clémence, parce que c'est la crainte de perdre mon job. Et donc, c'est comment on accompagne pour garder engagés ces personnels, travailler avec eux en amont sur les nouvelles tâches qui leur seront confiées du fait de gain de temps qui va être fait. Donc, c'est tous ces sujets qui me sont apparus à la fois en club métier, en interne, quand on a fait des migrations logicielles. Et puis, on a aussi, alors je pense que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'ai fait un petit sondage interne anonyme pour savoir combien de collaborateurs utilisaient déjà des IA génératives, j'étais bien sur l'IA générative pour le coup, pour leur boulot. Et j'ai été assez surprise du résultat. Et donc, je me suis dit, c'est un sujet parce que si 60% affichent utiliser déjà l'IA dans leur travail quotidien, ça veut dire que nous, on ne peut pas ne pas prendre la parole en tant qu'employeur sur ces thématiques-là. Voilà pour les risques que j'ai identifiés, moi, de mon côté très concret. Est-ce que toi, dans tes formations, Ben, tu vois d'autres risques qui sont apparus et qui ont fait que les dirigeants s'en sont emparés ou les équipes? Écoute, j'ai plutôt commencé à former des équipes de salariés, étonnamment. Les formations de codir ou de dirigeants dans les groupes en formation, c'est arrivé après, j'ai envie de dire. Et ça reflète bien le phénomène de l'IA. L'IA, c'est vraiment une technologie, un usage qui arrive par les équipes, par le terrain, et souvent à l'insu de ce qui est vu par la direction. Donc moi, les risques... je peux les développer, peut-être donner quelques exemples sur les risques liés à la fuite des données. Il y a vraiment 2 grands risques. Les salariés, ils ont tous cette notion du risque, ils ne sont pas du tout inconscients. Ils savent qu'il y a des trucs à ne pas faire, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Et ils ont des peurs qui ne sont pas liées au vrai danger, en fait. Donc, en gros, il y a 2 types de risques. Il y a le risque réglementaire qui engage les entreprises, en fait, très fortement. C'est le RGPD. L'IA, comme tous les autres outils informatiques, on doit respecter l'anonymat et donc donner à l'IA des informations nominatives, donc des listes de gens, des listes de clients, des 06, des numéros de sécu, je ne sais quoi. Ce n'est pas que c'est dangereux en termes de fuite de données. Avant d'être dangereux, c'est strictement interdit par le RGPD, en fait. Et ça fait prendre un risque à l'entreprise. Et puis le deuxième risque, c'est le risque business, c'est effectivement... Le risque n'est pas plus fort qu'avec tous les outils sur Internet, j'ai envie de dire, mais la caractéristique de l'IA, c'est que quand on commence à fonctionner avec, on a envie de donner de l'information, on a envie de nourrir l'IA avec des fichiers pour être plus puissant dans l'analyse. Et c'est en ça que le risque, il est décuplé, parce qu'en pièce jointe des prompts, on va mettre un PDF avec la stratégie 2030 de la boîte, on va mettre un PDF avec le fichier client pour faire des analyses, etc. Aujourd'hui, ChatGPT a mesuré qu'un prompt sur 12 contient de la donnée stratégique d'entreprise. Voilà. Et ça, les gens n'ont pas du tout conscience de ce qui peut être touchy, stratégique ou même tout à fait contractuellement non communicable. Et ce risque-là, il est réel. Ça fait prendre des risques business à l'entreprise. Après, le risque, encore une fois, il n'est pas là où on croit qu'il est. Les gens ont très, très peur qu'un autre utilisateur de ChatGPT, pour le nommer, puisse retrouver, par exemple, le fichier des clients qu'ils ont mis en pièce jointe d'un prompt un jour. En fait. Ce risque-là n'existe pas, en fait. Le risque, il est beaucoup plus lié à la duplication du fichier sur les serveurs des IA elles-mêmes. Donc, savoir à qui on parle quand on parle à l'IA, est-ce que je parle avec un Américain, avec un Européen, un Chinois, savoir un peu comment il gère ses données, etc., c'est vraiment un élément essentiel pour limiter les risques. Et encore une fois, le risque zéro n'existe pas en informatique, mais les gens n'ont pas vraiment la notion des vrais risques et des vrais dangers. Et dès qu'on aborde le domaine, qu'est-ce qu'une donnée stratégique pour l'entreprise, les gens ne savent pas répondre, en fait. Donc, je vais Juste rebondir, j'en profite pour rebondir sur ce qui a été mis dans le chat avant que Ben poursuive sur les risques. Effectivement, sur le remplacement des métiers, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'elles seront surtout transformées et pas forcément remplacées, malgré ce qu'on peut lire parfois. Et Sophie, effectivement, je suis aussi d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on sait que toutes les grandes révolutions numériques, notamment l'arrivée de l'Internet, etc., on est toujours aussi chargé, même après ces usages. Donc, oui, ce n'est pas pour tous les postes, ce n'est pas tout le temps, mais il y a certains postes ou certaines tâches, et notamment dans les logiciels, je pense notamment, on a un gros contingent de profils comptables dans nos effectifs, parmi les 160 collaborateurs, et ce qui arrive avec la dématérialisation, ce qui arrive avec les logiciels comptables qui embarquent de l'IA et qui donc lisent automatiquement les factures, etc., il y a quand même des tâches, notamment la saisie, qui vont
presque disparaître. Ça va être remplacé par du contrôle. Est-ce que le contrôle prendra autant de temps que la saisie? C'est une question. On n'a pas forcément encore toutes les réponses. Mais il y a quand même, indépendamment de l'IA générative, des logiciels aussi qui vont, sur certaines tâches, libérer du temps de nos collaborateurs. Dans quelle proportion? C'est encore difficile de le savoir, mais ce sera quand même une donnée à prendre en compte. Je te laisse aller sur les mauvaises décisions. Ouais, les mauvaises décisions business, en fait, qui vont être engendrées par l'usage sauvage de l'IA. Je vais vous donner 2 exemples. C'est ceux que je vois le plus souvent dans les formations. Le premier exemple, c'est j'ai donné des PDF ou des fichiers de l'entreprise à ChatGPT ou un autre pour faire de la synthèse. Donc, je n'ai pas spécialement pris le temps de le lire parce qu'il y a beaucoup de volume, etc. Mais j'en veux une synthèse pour pouvoir raisonner et avancer dans mon job. Et je vois donc à peu près 95% des gens filer des fichiers PDF de 40 pages, parfois plusieurs, dans le même prompt à ChatGPT. Bon, les gens ne savent pas que ChatGPT ne va pas les lire en fait. Donc il va faire un résumé qui ressemble à un résumé, mais de quelque chose qui n'a pas lu le contenu in extenso des documents. Donc ça, c'est un risque très fort parce qu'on va avoir une synthèse d'informations qui est absolument risquée avec des risques d'erreur énormes. Donc, dans l'IA, l'erreur, ça s'appelle une hallucination. Quand l'IA fait une réponse qui ressemble à une bonne réponse, mais qui n'en est pas une, ça s'appelle une hallucination. Et même sur l'exercice de synthèse, surtout si on travaille sur des gros documents, le risque d'erreur, il est fort. Le deuxième exemple qui me paraît encore plus grave, c'est les gens qui vont faire, par exemple, de l'analyse concurrentielle ou de l'analyse de marché qui va impacter une décision business du type, tiens, est-ce qu'on attaque un nouveau territoire, est-ce qu'on lance cette innovation, etc. Et là, ils vont activer l'IA plutôt sur de la recherche documentaire, de la recherche web, etc., sans savoir que l'IA, une fois sur deux, possiblement, sur une donnée factuelle, va leur servir une mauvaise information. Et souvent, ils ne vont pas prendre le temps de fact-checker ce qu'ils obtiennent de l'info. Et donc, moi, j'ai vu des rapports, notamment dans la fonction marketing, qui étaient extraits de l'IA, copiés-collés, quasiment sans relecture, ou en tout cas, même en ayant été relus, on n'a pas challengé les sources de l'IA, on n'a pas challengé le contenu précis de la source, etc. Et là, vous imaginez ce que ça peut produire en termes de décision business, en fait. Et ça, c'est vraiment le quotidien des gens. Quand on dit que l'IA peut se tromper une fois sur deux sur de la donnée factuelle, les gens n'y croient pas. Ceux qui commencent avec l'IA vont faire très attention et on tombe tout de suite en risque de surconfiance. Les gens qui travaillent beaucoup avec l'IA, c'est eux qui font les plus grands, qui prennent les plus grands risques parce qu'ils ont tendance à faire de plus en plus confiance à l'IA avec le temps. Et on fait des raccourcis clavier qui peuvent être un petit peu problématiques dès lors qu'on veut prendre une décision derrière. Les risques humains, on en a évoqué quelques-uns avec des exemples concrets chez Sylvadec et chez Venetis. Est-ce que toi, au-delà de ce qu'on a partagé, tu en vois d'autres? Oui, moi, ce que je vois très fortement, c'est un gap générationnel qui est en train de se creuser dans beaucoup d'équipes. L'usage de l'IA, il est fortement corrélé à l'âge des gens. Alors, tous les gens curieux, quel que soit leur âge, utilisent l'IA. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de façon statistique, on sait que les moins de 35 ans l'utilisent beaucoup plus qu'après. Et c'est aussi ce phénomène qui se joue, je pense, entre les équipes dirigeantes et les équipes. Si les équipes dirigeantes sont un peu plus âgées, elles n'ont pas forcément la même culture IA que leurs équipes jeunes. Et dans les groupes, je vois beaucoup de gens qui disent oh, « Moi, mes collègues, les jeunes, elles font tout avec l'IA. » Sous-entendu, elles sont paresseuses, elles ne connaissent pas leur métier. Et à contrario, des jeunes personnes dire « Ah, mais alors moi, mes collègues, elles ne touchent pas à l'IA, elles ne veulent pas en entendre parler, sous-entendu, elles sont plus performantes, elles sont plus productives, etc. » Donc, mine de rien, c'est en train d'agrandir ce gap générationnel. Et j'ai envie de dire aussi un peu parfois le gap de genre, parce qu'en plus de l'âge, il y a un gap de genre qui se crée surtout sur les générations un peu plus matures. Et donc, il y a urgence à prendre la parole là-dessus parce que dans les équipes, ça produit des choses un peu bizarres, du type des jalousies, de la suspicion. Et ça rend les choses un peu plus compliquées à piloter et l'ambiance au travail peut vraiment s'en ressentir. Et moi, ce que je vois aussi, c'est la solitude qui grandit dans les équipes. J'entends plein de gens qui me disent « Alors moi, avant, je demandais son avis à ma collègue. Mais en fait, maintenant, je demande à ChatGPT.
Moi, avant, j'attendais de faire valider mes trucs par mon chef, mais bon, elle n'est pas très dispo, donc je fais tout valider par ChatGPT, etc. En fait, l'IA est en train de remplacer des formes de relations professionnelles qui étaient aussi des moments où on transmettait, où on partageait déjà humainement, et puis où il y avait une transmission générationnelle aussi. Et ces moments-là, en fait, sont très concurrencés par l'IA. Et ça, c'est en train de détricoter les liens qu'il y avait dans les équipes, quels que soient les postes, en fait. Et ça, pour moi, c'est un risque majeur aussi. Et de la relation au management dont on reparlera après dans la partie résolution, pour ne pas vous laisser avec toutes ces inquiétudes de cette partie risque. Peut-être avant de passer au pilotage en aveugle, et parce que c'était aussi un sujet qui est revenu sur des échanges préalables au webinaire sur les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'il y a un risque aussi en matière environnementale qui est soit perçu, soit existant sur cette dynamique, sur l'opposition qu'on fait souvent entre RSE et usage de l'IA qui consomme beaucoup d'énergie de par les serveurs, etc. Alors, c'est une préoccupation qui est très présente dans l'expression des salariés, plus des salariés d'ailleurs que les dirigeants. Je pense que les dirigeants ont des préoccupations plus business souvent. Cette préoccupation est en train de baisser aussi. Ce que je constate, elle était très présente en 2024, elle l'est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est plus depuis l'élection de Trump, typiquement, il y a une méfiance vis-à-vis des outils américains qui est devenue assez forte. Et le Shadow IA, en fait, ne permet pas d'apporter des éléments de réponse aux équipes pour leur dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, nous, pour l'IA dans notre entreprise? Est-ce qu'on veut tout faire avec l'IA? Est-ce qu'on veut l'IA, est-ce qu'on actionne l'IA pour tout, en gros? Parce qu'en fait, il y a des profils de gens. Il y a des gens qui sont mis à l'IA qui font tout avec l'IA. Donc, ils ne font plus jamais une requête dans Google. Ils demandent la météo à ChatGPT, en fait. Et ça, je le vois très fortement chez les jeunes. Donc, toute cette modération, toutes ces clés de lecture à avoir pour se dire, tiens, quand je lance un prompt, qu'est-ce que j'engage? Est-ce que l'enjeu vaut le coup au regard de l'impact CO2, consommation d'eau, consommation de matière, etc. On ne peut pas avoir ce discours-là, on ne peut pas faire cette pédagogie tant qu'on n'a pas ouvert le sujet, en fait. Donc, faire de l'IA responsable, le préalable, c'est d'en parler, en fait. Et Clémence nous apportera aussi dans la troisième partie, puisque Sylvadec, au-delà d'avoir fait son coming out de l'IA, est aussi très fortement engagée dans la RSE. Donc, ça permettra aussi de relier ces deux sujets dans la partie résolution, qui sera la troisième partie. Dernier point sur les risques, le pilotage en aveugle. On en a aussi un petit peu parlé dans nos exemples concrets. Est-ce que tu souhaites ajouter des points d'attention pour les personnes qui nous écoutent à avoir en tête ? Non, juste une expérience, un dirigeant qui voulait remplacer quelqu'un sur un poste important en marketing et qui a réalisé en fait que cette personne faisait 80% environ de ses tâches, elle n'avait pas gagné 80% de son temps, mais 80% de ses tâches avec l'IA. Et elle devait remplacer cette personne en fait, et elle ne s'est pas rendue compte que pour recruter, pour remplacer cette personne qui comptait un ETP, en fait, elle se rendait compte que grâce à l'IA, cet ETP abattait le travail de plusieurs ETP, voilà, et qu'elle ne savait même pas délimiter sa puissance de feu, en fait. Et cette invisibilité-là rendait très compliqué le recrutement, voilà. Et donc aujourd'hui, à poste égal, quelqu'un avec l'IA et quelqu'un sans IA peut avoir des champs et des puissances de feu complètement différentes. Et ça, c'est vraiment des nouvelles configurations à prendre en compte dans les recrutements. Merci à toi. Est-ce que sur cette partie risque, on a répondu un peu au fil de l'eau au message que vous nous laissiez sur le chat, est-ce que sur cette partie risque, vous en avez identifié peut-être d'autres qui n'ont pas été cités ou vous avez rencontré une situation que vous voulez nous partager ou alors rebondir ou poser une question spécifique avant que nous passions à la partie opportunité, parce que promis, on ne vous laisse pas dans le creux, on va remonter la pente. Je vais attendre de voir, hop. Bénédicte, pourriez-vous nous expliquer le risque de duplication de fichiers clients? Un exemple concret, comment cela marche? En fait, on est dans ChatGPT, on écrit un prompt, on fait un plus, on met une pièce jointe, un fichier avec la stratégie 2050 de Venetis qui est prête. Bien sûr. Le fichier, en fait, il ne reste pas sur notre ordinateur. Le fait qu'il soit en pièce jointe, il va partir sur les serveurs de ChatGPT, en fait.
Et c'est là où il est possiblement risqué de savoir qu'est-ce que ChatGPT fait de mes fichiers, est-ce qu'il a sécurisé ses serveurs pour que n'importe quel hacker ne puisse y accéder, etc. Et souvent, moi, je vois des gens qui disent « Non, moi, je ne travaille pas avec les Américains, je préfère travailler avec les IA chinoises, par exemple. » Il se trouve que l'IA chinoise la plus connue s'appelle DeepSeek. Et au lancement de DeepSeek, très, très peu de temps après, en fait, ils se sont fait hacker leur serveur. Et du coup, ce fichier de Venetis 2050, il a été possiblement récupéré par un hacker sur les serveurs de DeepSeek et possiblement revendu sur le dark web, comme ça a été le cas, en fait. Et le risque, il n'est pas de retrouver le fichier de la stratégie Venetis 2050 demain quand vous allez interroger, vous, ChatGPT. Ce risque-là, il n'existe pas. Le fichier ne sera pas versé intégralement dans la grande ratatouille de l'IA, en fait. Il va être découpé en petits bouts, etc. Donc, on ne va pas pouvoir le retrouver. Les gens ont beaucoup, très, très peur de retrouver des fichiers comme ça. En fait, ce qui les induit en erreur, c'est qu'aujourd'hui, on cherche sur Internet comme on cherche sur le web avec Google, et qu'effectivement, grâce à des IA comme Perplexity ou ChatGPT, vous accédez à des sources, à des fichiers entiers. Mais ces fichiers ne sont pas dans l'IA, en fait, ils sont sur Internet. Là, le fichier stratégique de Venetis, il n'est pas sur Internet. Il a juste été transmis à ChatGPT, qui le mettra peut-être en petits bouts dans sa ratatouille, si on l'autorise à le faire ou pas. Mais le risque, il est beaucoup plus sur les serveurs des IA. Et le principal risque que je vois, tiens, c'est assez important que j'en parle, on est focus sur ChatGPT, Gemini, blablabla. En fait, le premier risque que je vois, moi, c'est les gens qui téléchargent sur leur téléphone des applis de transcription de réunion. Donc, le risque, déjà, c'est est-ce que je l'utilise à bon escient? Est-ce que j'ai informé les gens? Tout ça, c'est le premier niveau. Mais en fait, quand vous enregistrez des réunions, il se dit des choses avec des noms de gens, des choses souvent très informelles. On peut dire des choses sur sa stratégie, des chiffres, etc. Et ça, ces petites applis qui sont très aidantes au quotidien, parce qu'on va faire un résumé, une note de compte-rendu de réunion très vite et très propre. Mais ça, c'est une appli qui marche bien, on me l'a recommandée, mais on ne sait pas qui c'est. Et on ne connaît pas leur politique de sécurité des données. Donc, les risques, ils sont assez peu là où on imagine qu'ils sont et les gens ne sont pas du tout informés de ça. Merci à toi pour ton retour. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire une question, donc on va attendre son retour et puis on va passer ensuite à la partie 2 des opportunités qui peuvent être générées par l'IA. Bon, comme ça prend un petit peu de temps, je pense que c'est une grande question. On va passer aux opportunités, puis on prendra votre témoignage ou votre question juste après. Nous avons, alors, tiens, résumez-moi. Mathias, salut Mathias. Nous avons interdit l'utilisation... Ah, juste, je ne vois pas la suite de ton message, Mathias. De l'IA, j'imagine. Nous avons interdit l'utilisation de l'IA pour la transcription. Ah, pour la transcription. Ok, intéressant. Alors, je fais juste un bémol. En fait, toute forme d'interdiction au regard de l'IA est très compliquée à redescendre, à ruisseler dans les équipes, en fait. Dans toutes les entreprises où il y a eu des interdictions de poser, notamment le cas classique, c'est on a copilote, donc vous n'utilisez pas ChatGPT. Mon quotidien dans les formations, c'est d'entendre des gens dire « ils nous imposent copilote, eh bien, moi, j'utilise ChatGPT sur mon téléphone. » Parce qu'ils préfèrent, parce qu'ils ont pris des habitudes et surtout parce qu'ils l'utilisent pour des usages perso, en fait. On a pris l'habitude de ces outils-là d'abord pour des usages perso, en fait. Donc, les interdictions, c'est un signal hyper important à poser, donc c'est cool. Après, l'autre sujet, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment? Et sur l'enregistrement de réunions, d'audio et en visio, c'est hyper sauvage en ce moment. Et donc, Mathias nous dit qu'effectivement, lui, il a acté contractuellement cela avec les collaborateurs, ce qui permet, j'imagine, de faire du disciplinaire si on découvre qu'effectivement, il y a eu une pratique qui n'était pas autorisée dans le cadre contractuel. On a aussi un participant qui nous dit, alors, quelle est la bonne pratique pour les retranscriptions? C'est la dernière question qu'on prendra pour passer ensuite à la partie 2. Est-ce que toi, tu as une recommandation pour les retranscriptions et pour faire les comptes rendus de réunion? C'est des outils d'entreprise. Voilà, des outils qui sont maîtrisés, maîtrisables. Et par exemple, j'en profite pour en parler, mais Mathias, sur les réunions de CSE, Mathias Seguino de Résumemo qui est avec nous, a effectivement un outil dont c'est son métier. Et donc là, pour le coup, on est absolument certain que la donnée est confidentielle. Donc il faut évidemment aller vers les acteurs du marché qui certes utilisent ces dispositifs, mais dans des cadres extrêmement sécurisés. Et un peu de pédagogie pour expliquer aux gens qui enregistrent en mode sauvage que c'est pas bien pour plusieurs raisons.
Et puis du contractuel, si on veut vraiment se border. On va passer sur la deuxième partie des opportunités, parce qu'évidemment, s'il y a risque, il y a opportunité. Et donc, en tant que dirigeant, RH, manager, on voit souvent ce verre à moitié plein aussi. Alors, les opportunités qu'il y a, qu'est-ce que tu as, toi, vu comme opportunité, Ben? En fait, moi, je sais pas, on dirait à n'importe quel RH ou dirigeant aujourd'hui qu'ils ont déjà dans leurs équipes des gens nombreux qui font des efforts pour être plus autonomes, pour être plus productifs, pour être plus créatifs, pour improviser, pour imaginer des choses qui transforment leur façon de travailler. Je pense qu'il y en a plein qui achèteraient des séminaires ou des formations RH, etc. Le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que vous l'avez en fait. Tous ces gens qui utilisent l'IA en loose day, c'est des gens qui ont envie de changer leur quotidien. Donc, ils sont partis de besoins qu'ils trouvaient eux non satisfaits. Donc, c'est déjà un indicateur pour vous à la direction de vous dire, tiens, est-ce que j'ai regardé suffisamment de près leurs besoins au quotidien? Et c'est des gens qui ont envie de faire mieux au boulot, en fait. Je vois que des gens, moi, qui veulent faire mieux. Alors, souvent, c'est faire plus vite, souvent pour se libérer un peu de temps. Mais quand on commence à utiliser l'IA, on voit qu'au-delà de faire plus vite, on va aller chercher à faire plus profond, plus créatif et à redonner du sens à son travail comme ça. Donc, je pense qu'on a une vague d'initiatives personnelles, ce qu'on appelle le bricolage en sociologie, c'est-à-dire la capacité à faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils sont, sans être allés vous demander de nouvelles ressources, etc., ils ont fait quelque chose, ils ont créé quelque chose, ils ont créé un quotidien professionnel différent. Je trouve que c'est une vague formidable à surfer quand on est à la direction ou à la RH, en fait. Sous réserve de ne pas la brider, je pense qu'il faut accepter, la première posture, c'est d'accepter, c'est d'amnistier tous les comportements anormaux qu'il y a pu y avoir, parce que les gens ont pu avoir des comportements hyper border par méconnaissance, dans 99% des cas, et embarquer cette énergie d'innovation organique, et regarder de près où sont les innovations. L'IA, ce qu'on sait mesurer avec l'IA générative en particulier, ce qu'on sait mesurer depuis quelques mois, c'est que toutes les initiatives qui viennent de la direction, c'est-à-dire qui décident, comme pour un logiciel, de dire voilà, on va gérer nos clients avec tel CRM, et tout le monde va rentrer le pied dans la chaussure, en fait. L'IA, c'est exactement inverse. C'est un outil qui peut tout faire, et c'est à chacun d'inventer la vie qui va avec son IA. Et vos collaborateurs, ils ont commencé à inventer leur vie professionnelle qui va avec l'IA. Donc pour moi, l'enjeu, c'est d'aller regarder sur le terrain et voir poste à poste ce qui a été inventé, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et faire de ces early adopters, en fait, des vrais ambassadeurs de l'IA qui, eux, vont contaminer, entre guillemets, très positivement leurs équipes, beaucoup mieux que tout ce qui va arriver d'en haut, en fait. Alors juste, on reste sur le sujet d'innovation parce qu'on a une réaction dans le chat. Désolée, mais je ne m'y retrouve vraiment pas. Je manage des équipes depuis 25 ans et heureusement que mes super collaborateurs tristes n'ont pas attendu l'IA pour innover et se surpasser, etc., sans qu'aucun d'entre eux ne finisse en craquage. Je pense que ce n'est pas du tout dans une logique d'opposition que tu le disais, mais sur d'aller… C'est vrai que ça… Alors, je ne voulais pas forcément te lancer là-dessus parce que c'est un sujet qui nécessite du temps à être déployé, mais souvent, ce qu'on voit en tout cas dans les formations, parce que Bénédicte forme l'ensemble de nos salariés, c'est qu'en fait, l'IA, on le voit surtout comme un outil de productivité quand on le connaît peu, et qu'en fait, il a beaucoup d'autres usages et utilités dans le quotidien professionnel. C'est le fameux modèle MAMA que tu as inventé, copyrighté, et que du coup, effectivement, cette dimension de créativité, d'innovation, c'est pas que les équipes ne les avaient pas, mais c'est qu'elles peuvent être encore démultipliées, de ce que moi j'en ai retenu en tout cas de tes messages, et que pour ceux qui n'étaient pas forcément sur des fonctions qui le nécessitaient de façon évidente, et ben en fait naturellement, pour améliorer leur quotidien, ils vont aller chercher des solutions. Je donne peut-être un exemple concret chez Venetis, parce que c'est un cas qu'on va traiter en séminaire, c'est que finalement, quand on s'est rendu compte que l'IA pouvait enlever pas mal de cailloux dans la chaussure sur des process qui sont un peu redondants, qui sont très manuels, qui sont parfois avec des doubles saisies ou des triples saisies, etc. En fait, chacun à son poste sait qu'il y a ces petits cailloux dans la chaussure. Et donc là, on a fait un listing de tous ces sujets et on regarde ensemble comment on peut ou pas, avec l'IA, avec l'automatisation, avec des outils, innover dans ces process pour les rendre plus simples, plus agréables à gérer, plus fluides pour nos parties prenantes. Et donc, en fait, peut-être que
S'il n'y avait pas eu ces outils à notre disposition, on aurait quand même cherché à innover et à s'améliorer. Mais disons que ça nous donne comme un super pouvoir supplémentaire de le faire peut-être plus vite, de le faire aussi à moindre coût, parce que c'est des coûts qui sont moins importants que certaines autres innovations. Donc voilà, je sais pas si tu veux réagir par rapport à ce commentaire de Sophie sur effectivement Non, mais le bien fait sûr, qu'ils aient pas ça attendu pour complète. Ça complète et c'est une nouvelle forme d'innovation. Et voilà, les gens, je les trouve très, très pertinents dans leur façon d'utiliser l'IA. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'à poste identique, même dans la même structure, ben, quelqu'un va avoir trouvé l'IA pour sa capacité à rédiger parce que je suis dyslexique, par exemple, et son collègue qui a le même poste, la même fonction, va plutôt activer l'IA vers des besoins d'illustration, par exemple, ou de créativité parce qu'il est moins à l'aise là-dessus. Et donc, l'IA vient vraiment remplir l'équation personnelle de chacun. Et c'est dommage que les gens ne se sentent pas autorisés à le partager en équipe, en fait. C'est en ça que je dis, on a tout intérêt à rendre contagieux ces petites innovations, ces adaptations du quotidien, parce que ça change le quotidien des gens, en fait. Il y a souvent des expressions en formation de gens qui disent « ça a changé ma vie ». L'IA a changé ma vie, en fait. Ma vie professionnelle, sous-entendue. Donc, les gens arrivent à trouver du sens dans l'IA, là où possiblement, ce n'est pas évident pour son N+1, etc. Juste, je rebondis aussi sur quelqu'un qui disait mieux ou avec moins d'efforts. J'ai envie de dire un peu comme pour la grille de lecture MAMA que tu proposes, c'est pas forcément que pour moins d'efforts, c'est aussi pour mieux, mais souvent, ça peut être aussi utilisé uniquement pour moins d'efforts, et c'est là que c'est intéressant de se former, de voir toutes les possibilités. Et merci Sophie, poil à gratter, mais comme vous l'avez deviné, je suis contre l'IA. Selon moi, est une catastrophe sur le plan écologique, social et humain. Merci pour votre ouverture, merci à toi. Et pour tout expliquer, on n'est pas des pro-IA, on est des IA très... voilà, on regarde ça avec beaucoup de mesures. On n'est pas des vendeurs d'IA. Non. Non. Par contre, on est convaincu que comme nos équipes l'utilisent, ne pas du tout regarder ça et se dire ça passera, par le coup, c'est pas forcément juste qu'on voit que c'est une utilisation massive des équipes. Juste avant que je donne la parole à Clémence sur un cas précis, est-ce que tu pourrais utiliser très rapidement la grille MAMA? MAMA, c'est un acronyme M comme mentor, A comme associé, M comme muse, A comme assistante. En fait, je fais travailler les gens sur ce modèle pour leur montrer justement que le A, le dernier A de assistante, en gros, j'active l'IA pour faire plus vite ce que je sais déjà faire. C'est utile, mais pour moi, en n'utilisant que ça, gagner du temps, aller encore plus vite, on va tous se cramer à vouloir faire encore plus vite. Il y a des dimensions qui sont très enrichissantes à titre personnel et pour l'entreprise, c'est les 3 autres dimensions. Donc, le mentor, l'IA qui m'apprend des trucs, qui me conseille, qui me coach, l'associé, celle qui me challenge dans mes décisions, qui me donne du feedback, et la muse qui me rend plus créatif, y compris quand on n'a pas un job créatif, mais créativité face à un problème, par exemple. Et ces 4 dimensions, j'invite les gens à sortir de l'assistance, justement, de l'IA pour faire plus vite, pour aller vers une IA qui rend plus puissant dans son pouvoir d'action, dans son poste. Merci Bénédicte. Et effectivement, Yann nous dit que, évidemment, dans le développement, ça fait gagner du temps. Et oui, effectivement, il y a des métiers où clairement, ça fait gagner du temps et où ce temps, il va falloir l'attribuer à d'autres sujets. Clémence, tu nous as parlé, toi, en expérience, d'un cas d'usage personnel d'un membre de l'équipe, mais qui utilisait évidemment pour le pro, du coup, que tu as découvert et que tu t'es dit, peut-être... Ça va faire le lien avec justement ce côté gain de temps. Moi, j'avais un collaborateur qui n'était pas très à l'aise avec la com interne et à l'aise avec la rédaction, mais la rédaction de textes légaux, d'avenants, de contrats de travail, de choses très rigoureuses et cadrées. Et du coup, beaucoup moins à l'aise pour trouver le bon ton, pour faire des communications en interne sur des sujets plus ou moins légers, mais moi, j'estime qu'il faut s'adresser de manière très transparente aux collaborateurs autant que faire se peut, évidemment. Donc, elle a commencé à utiliser l'IA à titre personnel, évidemment, comme beaucoup, et ça a été en fait son introduction à l'IA dans le travail pour l'aider en fait à progresser dans son discours et à trouver le bon ton, en tout cas plus rapidement, parce que elle avait tendance à traîner des cas de fer quand il s'agissait justement de faire de la rédaction, de rédiger des notes internes. Et en fait, ça a vraiment désacralisé les choses et maintenant, elle le fait très naturellement.
Évidemment, on a gagné en productivité, parce que quand on passe 5 minutes à essayer de trouver le bon mot, alors qu'en challengeant un petit peu un IA à qui on va demander des conseils, non, non, c'est pas exactement ça que je veux dire, redonne-moi d'autres exemples, etc., ça marche quand même assez vite. Donc, on a gagné forcément en productivité sur ce genre de choses et dans cet exemple concret. Et de manière plus globale, je pense qu'au-delà du gain de productivité qui peut y avoir, mais pas forcément à tous les coups, en fait, on réduit aussi des tâches à faible valeur ajoutée sur certains postes. Je ne parle pas forcément de cet exemple-là, mais c'est vraiment là où les gens y voient leur intérêt, en fait. Ça peut être un risque aussi sur certains postes et certaines personnes, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt très positif. L'autre opportunité que j'ai pu voir dans l'IA clandestine, c'est que le fait que ça ne soit pas cadré, en fait, ça a laissé libre champ à plein d'idées d'utilisation différentes et du coup à l'innovation au sens large pour les collaborateurs et de la façon dont ils peuvent utiliser l'IA dans leur quotidien, dans leur job. Et ça, c'est un vrai plus et c'est pour ça que quand on les forme et quand on les sensibilise, l'idée, c'est de pas trop en dire justement pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur façon d'utiliser ça. On a simplifié certains process aussi, et ça s'est fait naturellement, sans qu'on déploie quoi que ce soit. Ça nous a permis aussi de gagner en pertinence. Et ça, je vais prendre un exemple concret que j'ai pu utiliser moi-même. Tous les ans, on fait un baromètre social qui est anonyme. Et donc, il y a les collaborateurs mettent des notes, mais il y a aussi des réponses ouvertes. Et en fait, analyser ces réponses ouvertes, moi, je le faisais en mettant l'équipe autour de la table, en disant, OK, alors là, il a voulu dire ça, donc on va le mettre dans tel paquet. Et puis à la fin, ça nous sortait un joli nuage de mots en disant, voilà ce que les collaborateurs pensent, bien placardé dans toute l'entreprise. Et en fait, quand on fait ça nous-mêmes, alors qu'on connaît les gens, même si c'est anonyme, on sait ce que les gens, en tout cas, on suppute de ce que les gens ont voulu dire derrière. En fait, il y a un biais cognitif qui est énorme. Et en fait, d'analyser ces réponses anonymes de toute manière, en faisant attention évidemment, encore une fois, à ce qu'on met, à ce qu'on donne à manger à l'IA, mais en mettant ces réponses texte dans des outils d'IA, on a des analyses qui n'ont pas de biais, en fait, tout simplement. Donc, on est beaucoup plus pertinent dans ce qu'on transcrit. Voilà quelques opportunités que j'ai pu constater. Merci. Et moi, il y avait une opportunité dont je voulais parler très liée à nos métiers, c'est sur le recrutement. Alors, moi, j'ai entendu en formation des collaborateurs, des collaboratrices qui disaient moi, de toute façon, si je change de poste et que je sais que dans la prochaine entreprise, il n'y a pas eu de coming out de l'IA, que l'IA n'est pas un sujet non tabou, je ne postulerai pas. Et donc, ils ont tellement pris l'habitude pour certains de l'utiliser, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité dans toutes les statistiques qu'on voit sortir maintenant avec le recul. C'est-à-dire que demain, ça peut aussi devenir un avantage concurrentiel pour vous vis-à-vis de candidats que d'être très clair sur votre charte, quels usages vous autorisez, quels IA vous avez choisis. Le fait d'avoir un discours ouvert là-dessus peut aussi générer pour vos futurs collaborateurs un sentiment de confiance et d'avoir envie d'aller vers vous, ou à contrario, si vous choisissez de dire que c'est sans IA, peut-être de savoir que vous allez vous priver d'un certain nombre de collaborateurs, c'est OK aussi, mais c'est juste bien d'avoir un regard là-dessus. Et puis dans les opportunités aussi, alors pour faire la liaison avec le coming out, mais c'est aussi, tu parlais tout à l'heure de charge mentale des équipes, c'est vrai que d'ouvrir ce débat, ça fait aussi baisser en fait une charge mentale supplémentaire qui pèse sur les équipes du fait qu'ils l'utilisent sans cadre défini et clair de leur direction. Donc moi, je vois bien avec ces sujets, quand ils s'engagent, OK, ouais, vous êtes bien au courant qu'on l'utilise, d'accord. Et du coup, notre employabilité, peut-être sur certains postes, va être questionnée. OK, vous avez mis en place des plans de formation pour ça. Bon, et du coup, en fait, voilà, il y a une conscience, c'est-à-dire qu'eux, ils le voient très fortement dans leur métier. Si à la direction, on fait comme si ça n'existait pas, en fait, ça leur crée un stress, et le fait qu'elle existe déjà, en fait, c'est une opportunité d'en parler pour que ce stress diminue et leur redonner du pouvoir d'agir dans un cadre qui est finalement défini par la direction. Voilà pour les opportunités que je voyais. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose sur le plan des opportunités ou... Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. En tout cas, moi, je sens une énergie créative autour de l'IA dans les équipes. Celles qui sont emparées, c'est des gens qui voient de l'intérêt et qui se sont adaptés, qui ont transposé. Ils ont fait organiser leurs vacances, organiser leur plan d'entraînement du marathon
Ils se sont dit, ces outils fonctionnent pour moi en perso, je les ramène à l'entreprise et ça va m'aider à telle ou telle chose. Et c'est chaque fois différent, c'est chaque fois intéressant. Sophie qui nous dit qu'elle a intérêt à garder ses collaborateurs. Nous te le souhaitons de tout cœur. Mais voilà, peut-être que déjà ils l'utilisent et que tu ne le sais pas, j'en sais rien. je ne connais pas la situation. Mais ça peut être aussi, nous on dit toujours dans une marque employeur et dans les annonces qu'on fait, etc. Le tout, c'est d'être transparent. Peut-être que vous n'êtes pas aligné avec ça en tant que direction et que vous allez afficher très clairement que vous ne souhaitez pas pour votre organisation. Bah, au moins, vous ferez le tri aussi dans les personnes qui postuleront chez vous. Donc, en fait, être toujours transparent, enfin, en tout cas, faire son coming out, même en disant « je suis contre », c'est aussi envoyer un message et du coup, peut-être attirer à soi les bonnes personnes si vous deviez à nouveau recruter. Oui, alors, Sophie, vous êtes probablement un génie. Et ce que je voulais dire aussi à Sophie, donc du coup, c'est que dans les formations, tous les gens ne sont pas pro-IA, en fait, loin de là. Loin de là. Et c'est ça qui est intéressant dans ces formations. Et toutes les postures sont hyper OK. Et il y a plein de gens qui me disent moi, j'aimerais finir ma carrière sans IA. Et c'est parfois des gens qui ont 40 ou 45 ans qui disent ça. Et donc, je n'ai pas envie de dire que c'est une minorité, ils sont là. Donc, comme tu dis, Juliette, il y aura peut-être des entreprises dont l'image se construira autour de « on fait avec l'IA » et d'autres sans IA. Il faut inventer les modèles qui vont fonctionner sans IA, sous réserve qu'on ait encore de l'IA dans 3 ans. Oui, mais ça ramène aux questions des valeurs, je pense, dans le recrutement et effectivement dans les politiques d'entreprise. Et je comprends totalement le point de vue de Sophie et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais effectivement, il faut être honnête avec les gens et au même titre que la RSE, etc. Et voilà, et embaucher des gens qui sont alignés avec ce qu'on souhaite, c'est tout. Merci beaucoup. Je vois la question sur l'usage des outils en version gratuite ou payant. Est-ce que ça fait une différence? Comme on l'aborde dans la dernière partie, je la garde pour... Merci Sophie. Je la garde pour la troisième partie. On va directement enchaîner avec la troisième partie. Mais avant cette troisième partie, un petit sondage pour introduire, si Rachel nous entend, la dernière partie sur le coming out. Est-ce que chacun d'entre vous présent, donc on a compris pour certains, mais pas toujours pour d'autres, est-ce que vous avez fait votre coming out ou pas? Ou vous n'avez pas envie de répondre et c'est aussi possible. Vous avez la troisième solution pour ça. Ah, j'attends encore que ça vote un peu. Donc, une grande majorité de notre public l'a fait, à 83%, 13% qui laissent planer le mystère et 3% qui n'ont pas fait du tout, donc une personne. Merci d'avoir participé à ce sondage. Donc maintenant, la question se pose, si vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez organisé, planifié, diffusé? Et c'est l'objet de cette troisième partie, c'est comment faire son coming out de l'IA, comment prendre la parole sur ces sujets-là pour que justement ce soit le plus efficace possible. Et donc, pour démarrer, je vais laisser Clémence nous dérouler un petit peu les différentes étapes qui ont jalonné en fait le fait que le CODIR, on l'a dit en démarrage, s'est saisi de cette question parce qu'il lui semblait que c'était important de ne pas rater le train. Comment ensuite tu as décliné en fait avec ta direction, bien sûr, en tant que RH, ce sujet? Donc, effectivement, c'était un parti pris de la direction dès le départ. Donc, la première chose, ça a été en fait plutôt de désacraliser en fait finalement l'usage de l'IA, d'encourager les salariés à le faire avec des bonnes pratiques. Donc, on a démarré des formations avec Bénédicte, ici présente. On a commencé par le comité de direction parce qu'on voulait être complètement aligné justement avec ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait déployer en fait. Et pour que ça puisse bien ruisseler ensuite, il fallait, c'était un des points les plus importants pour nous. Donc, ces formations, les enjeux, il y en a plein évidemment, mais il y a 2 gros enjeux, c'est justement les bonnes pratiques qu'on voulait voir mettre en place dans l'entreprise et les bons outils, en fait, utiliser le bon outil au bon moment. Et ça, effectivement, on parle beaucoup de ChatGPT, mais pas que. En fait, ça a été, il y a plein de gens qui se sont dit, oui, mais moi, j'en veux pas de ta formation, c'est bon, je l'utilise déjà, ChatGPT.
Je t'invite quand même à y aller parce que tu vas peut-être apprendre des choses. Donc, effectivement, même s'il y avait quelques freins, voilà, ils sont tous sortis ravis. Et donc, on continue à déployer ces formations avec les collaborateurs. L'idée n'étant pas de les forcer, évidemment, si vraiment ils ne veulent pas y aller et ça ne les intéresse pas, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. On a quelques comptes payants, mais plutôt quand c'est nécessaire. On n'a pas d'abonnement payant à l'année pour des collaborateurs. Je vais vous citer mon exemple. Ça m'arrive une fois de temps en temps de prendre du coup pour un mois un compte payant qui est du coup financé par l'entreprise, mais c'est quand j'ai besoin de faire des analyses un petit peu plus poussées et d'analyser des fichiers plus conséquents. Par exemple sur les entretiens annuels ou quand je fais mon analyse, eh bien, je m'aide de l'IA en anonymisant, bien sûr, les données que je lui donne. C'est le point le plus important et pour les collaborateurs et pour moi. Mais voilà, ça m'aide pas mal à avoir aussi une prise de recul sur ces campagnes d'entretien annuelles. Et je désactive mon abonnement payant au bout d'un mois et puis voilà. Un exemple, je te coupe Clémence, mais parce que ça me semblait hyper important d'en parler, notamment par rapport à tout notre public RH qui est dans la salle, mais aussi dirigeant, parce que souvent le CSE est piloté par le dirigeant. Il y a eu toute une partie à destination du CSE dans ta stratégie de déploiement après que tu es formé. Je vais y venir, ouais. Ça arrive. Teasing. Oui, donc sur la partie RSE, effectivement, et Sylvadec, on affiche et on vit des valeurs RSE qui sont fortes. Donc, c'était important aussi au travers de ces formations et même au quotidien de sensibiliser aux impacts de l'IA en termes d'émissions et en fait de maîtriser ce risque et de leur donner des bons réflexes. Effectivement, on parlait de recherche tout à l'heure, de recherche ChatGPT versus recherche Google. Moi, je passe leur temps je passe mon temps à leur dire, oui, effectivement, si tu as juste besoin, si Google peut répondre à ta question et que c'est une question simple, en fait, va sur Google, n'utilise pas l'IA. Et ça, c'est un des points importants, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, effectivement, ce que vous disiez, Sophie, tout à l'heure, c'est un risque et on préfère en parler et justement et être honnête avec nous-mêmes aussi avec ça. Donc, on affiche des valeurs RSE, mais on est OK avec l'utilisation de l'IA. Autre chose qu'on a déployée, donc c'est déjà désigner un référent en interne. Alors, c'est notre responsable IT, mais ça peut être quelqu'un qui est très féru d'IA aussi. Et voilà, c'est pas forcément ce poste-là qui doit être le référent. Lui, alors on n'a pas fait de charte IA, mais on a fait une charte IT au sens large qui intègre tout un pavé sur l'IA et la façon dont on doit l'utiliser en entreprise parce que à ce jour, on n'a pas formé les 110 salariés, donc il faut qu'il y ait quand même une trame, un tronc commun. Et enfin, le CSE. Donc, j'ai appris un peu par hasard qu'on avait une obligation légale de dialoguer avec notre CSE et de les informer, de les consulter sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Ce qui fait assez sens, puisqu'en fait, ça impacte les conditions de travail et qu'on doit les consulter sur tout ce qui impacte les conditions de travail. Et en fait, on a aussi voulu les rassurer sur le fait que, en fait, on ne prévoyait pas de supprimer des emplois du fait de l'utilisation de l'IA, que ça allait impacter différemment les métiers et que, en fait, on intégrait ça dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Finalement, c'est aussi comme ça qu'on a pu rassurer le CSE et lever beaucoup de doutes parce qu'on a un public très hétérogène autour de la table dans ces cas-là. Donc, ça a permis, encore une fois, de désacraliser en fait, l'utilisation de l'IA. Top. Et puis des moments aussi, tu nous racontais en préparation de communication groupe où vraiment là vous avez ensuite après ces consultations, cette stratégie établie par le CODIR, cette consultation du CSE, eu des actions certes de formation pour un certain nombre de collaborateurs qui vont continuer à se déployer, mais aussi d'information avec effectivement cette charte IT qui embarque de l'IA et qui donc permet à tous les collaborateurs de Sylvadec d'être au courant de la politique de la société en la matière. Dans la préparation, tu nous parlais aussi de quelque chose de très intéressant sur l'IA Act en rebond par rapport aux obligations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces nouvelles réglementations qui sont importantes quand même? Vous aviez aimé le RGPD? Vous avez adoré l'IA. En fait, l'Europe est le seul territoire mondial qui s'est posé la question de l'encadrement de l'IA. Et donc, l'Europe, en 2024, a signé l'IA Act, qu'on appelle aussi le RIA, le règlement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un règlement européen, comme le RGPD, qui va donner un certain nombre de contraintes et de sécurité
à ceux qui créent les IA et aussi à ceux qui les utilisent. Et donc la nouveauté, c'est le 2 août 2025, donc il y a un peu plus d'un mois. On voit plus clair sur ce qui va être demandé à toutes les entreprises européennes. Même si vous ne créez pas d'IA, le simple fait d'avoir un chat GPT et que vos salariés l'utilisent, vous allez devoir faire tout un tas de choses, et notamment déclarer tous vos usages. Et donc rien que ça suppose qu'on ait ouvert le débat, ça suppose qu'on sache qu'on ait un climat de confiance suffisant pour qu'en toute transparence, on sache ce que chacun à son poste fait, avec quel outil, etc. Donc il va falloir déclarer ses usages. Il va falloir former les gens, il y a une obligation de former les équipes, et par formation, ils entendent des formations holistiques, c'est-à-dire on n'apprend pas seulement à prompter, mais on veut s'assurer que tous les salariés ont une conscience des risques liés aux IA, donc notamment les risques de sécurité de données, les risques d'hallucination, donc d'erreur de l'IA, les risques liés au biais. Et puis en plus donc de ça, quand on aura identifié les usages, eh bien, on va devoir classer les usages par niveau de risque. L'IA Act, elle définit des 4 niveaux de risque pour les usages de l'IA. Et ce qui est important à savoir, c'est que tout l'usage de l'IA dans la fonction RH, tout ce qui va impacter, par exemple, le recrutement, le tri de CV avec l'IA ou le tri d'informations pour promouvoir des gens en interne, c'est sur le niveau 2 de la sécurité. Et donc ça va être très regardé par les gens qui vont contrôler l'IA Act. Donc pour info, ceux qui ont eu le marché du contrôle de l'IA Act, c'est la CNIL, c'est les mêmes qui font le RGPD. Et donc tous les usages RH de l'IA vont être regardés de près, justement parce qu'il y a des risques de discrimination en fait liés aux biais et aux hallucinations des IA. Et puis on aura aussi tout un tas de choses à aller demander aux IA qu'on choisira d'utiliser. Donc ça, c'est sorti en août 2025. Il commence à dire que la mise en œuvre réelle, on va commencer à regarder très concrètement en août 2026. Donc ça nous laisse un peu de temps pour nous organiser. Mais vous voyez bien que là, le préalable à ça, c'est que le débat soit ouvert sur l'IA, en fait, en interne. Voilà, donc c'est aussi s'y pencher maintenant et ouvrir le débat, puisque vous êtes très nombreux à l'avoir déjà fait, c'est aussi d'avoir conscience qu'on va avoir des réglementations qui vont venir nous contraindre aussi, et qu'il ne faut pas passer à côté. Je vois un mot dans le chat, je ne suis ni pour ni contre, en revanche je suis inquiet quant à la capacité et l'envie de nos futurs collaborateurs à utiliser leur cerveau intelligence réelle pour réfléchir par eux-mêmes et se créer une expérience. Est-ce que ce sujet est abordé dans les formations? Je voudrais juste reprendre un exemple vraiment en interne. Donc, nous, on a formé assez tôt nos collaborateurs internes à l'IA, et c'est assez symptomatique. Une collègue qui vient me voir et qui me dit tiens, j'arrive pas à faire ça, etc. Comment... J'ai pas voulu demander à l'IA, parce que je me suis dit qu'on pouvait le résoudre tout seul. Et je me suis dit, c'est aussi ça la formation, c'est faire prendre. Et peut-être que pour d'autres sujets, elle va demander à l'IA, mais là, elle pensait que si on s'organisait une petite réunion de brainstorming et qu'on y travaillait à 2 ou 3, on allait trouver la solution et qu'il fallait garder ce lien. Donc, c'est aussi faire confiance à ses collègues et à ses collaborateurs qui vont justement choisir de l'utiliser pour certains usages ou pour d'autres, mais qui vont se sentir libres de le faire. Et c'est aussi, bien sûr, pouvoir... évidemment, avec tous ces nouveaux outils, moi, je suis convaincue en tant que DG qu'il faut aussi accorder le droit à l'erreur. Parce que si on ouvre le débat et qu'on n'accorde pas le droit à l'erreur, ça bride aussi pas mal de choses. Donc, c'est aussi notamment les premiers temps, le temps que la formation n'est pas bien intégrée, le temps que tous les dispositifs n'ont pas été mis en place, comme tu dis, soit d'amnistier ce qui s'est passé avant, soit de donner le droit à l'erreur sur quelques temps, et en continuant à être dans cette logique d'amélioration continue. Mais ça veut dire qu'il faut que nos collègues et collaborateurs se sentent libres de nous dire quand ils ont fait une erreur. Et donc, pour ça, il faut avoir ce niveau de confiance sur ce sujet qui leur permet de venir nous voir et de dire « Oh, je crois que j'ai fait une bêtise, dis-moi si c'est grave ou pas et comment j'aurais pu faire différemment, etc. » Donc ça, c'est important. Et puis, là, on a un deuxième commentaire. Donc oui, c'est abordé dans les formations, pardon. Enfin, en tout cas, moi, les équipes qui ont suivi les formations avec Bénédicte, elles en sont ressorties avec ça en tête, c'est ça que je voulais dire. Et pouvez-vous redonner le nom de la réglementation européenne? C'est l'IA Act. IA et plus loin ACT. En interne, toujours dans les... Merci Clémence. En interne, toujours chez Vénétis pour les cas concrets. Donc, on n'a pas fait encore la consultation CSE, donc je pense que ça va être la prochaine étape parce que ce sujet m'est apparu comme une évidence en préparant du coup ce webinaire, mais j'étais passée à côté pour ne rien vous cacher. Et puis, on a tellement de sujets de réglementation que
On n'a pas spécialement envie de s'intéresser aux nouveaux qui arrivent, mais il le faut pourtant. Non, nous, c'est beaucoup passé par effectivement ce baromètre qui a commencé à identifier tous les usages, donc il y a maintenant un petit bout de temps, et on s'est rendu compte que c'était déjà massivement utilisé par nos collaborateurs. Du coup, c'est engagé un gros dispositif de formation et de travail avec l'équipe formation dont fait partie Rachel, qui est en modération avec nous, et Isabelle, que vous connaissez peut-être sur le pôle formation de Vénétis. On a vraiment travaillé au plan interne de formation et au sujet d'employabilité des fonctions qui vont être les plus impactées par ces sujets IA, parce que comme on le disait, quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, je crois que c'était Yann, pour les devs, par exemple, c'est vraiment un sujet qui va changer leur métier. Pour les comptables, nous, c'est vraiment un sujet aussi. Pour les communicants, c'en est un également. Donc, c'est vraiment, on a travaillé à la fois sur une brique généraliste qui permet à chacun de comprendre de façon holistique, comme le disait Bénédicte, les enjeux, les risques et les usages. Toutes les IA aussi, IA générative et les autres IA. Et ensuite, on a fait des blocs de métiers, donc des sessions qui sont dédiées au RH, au QSE, aux communicants, et parce qu'en fait, il y a des réalités des usages qui sont différents en fonction des métiers, et aussi une prise en charge / prise en compte qui doit être différente. Un RH conforme, il a, comme le disait Clémence, la responsabilité finalement d'aller faire les sujets au CSE, de faire la com interne, etc. Donc, il ne va pas avoir le même rôle dans une équipe qu'un communicant avec l'IA. Nous, la prochaine étape, c'est vraiment la charte qui est en cours de rédaction. Et puis, il y a Rachel qui nous met déjà le petit PowerPoint, mais ce sera pour après. Merci, Rachel. Nous, les prochaines étapes, c'est vraiment la charte qu'on a commencé à rédiger, mais qui n'a pas encore été partagée. Donc ça, c'est vraiment une étape importante pour nous, pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et c'est aussi peut-être à venir, comme l'a fait d'ailleurs Mathias chez lui, des changements par avenant des contrats de travail, ou en tout cas des mentions spécifiques qui vont sans doute être ajoutées nous concernant. Donc ça, c'est important. Et puis, il s'agit aussi pour nous de choisir l'IA payante, puisqu'aujourd'hui, on a des comptes payants, mais individuels, on voudrait vraiment avoir choisir une IA notamment générative et en choisir une version payante. Et là, ça me semble important de vous dire, comme vous le savez, Vénétis est piloté par des dirigeants d'entreprise, et donc on a eu ces échanges aussi en gouvernance, et on choisira a priori aussi pour des questions de souveraineté et d'engagement d'aller vers Mistral, qui est l'IA générative française, comme certains d'entre vous le savent sûrement déjà. Et donc ça, c'est en cours de déploiement. Voilà pour les choses très concrètes. Est-ce que sur le coming out de l'IA, Bénédicte, donc parler, piloter, vivre avec, valoriser, est-ce que toi, tu souhaites rajouter des choses que tu as vues, des initiatives de certains en formation qui te paraissent pertinentes à partager? Oui, des petits cas concrets que j'ai vus qui me paraissent très déployables. Donc, commencer par le CODIR, mettre d'accord, mettre le diapason dans le CODIR pour être clair sur est-ce qu'on a tous compris la même chose de l'IA et est-ce qu'on a la même finalité pour l'IA dans l'entreprise. Tant qu'on n'a pas ce socle de vision commune, c'est très compliqué après de prendre la parole. Donc, on commence par le CODIR et après on parle aux équipes. Dans le pilotage, donc il y a des entreprises comme vous, Clémence, qui nomment un référent IA. Il y a des entreprises qui créent des comités IA qui considèrent que justement l'IA, c'est plutôt, c'est très transverse. Donc on va mettre des RH, on va mettre le market, on va mettre tous les métiers sont possibles, et souvent on va chercher aussi des gens, des ambassadeurs IA qui sont sur le terrain, qui montent dans ces comités IA, donc ça c'est chouette. Les chartes IA, bien sûr, alors ne commencez pas à faire des chartes gravées dans le marbre. Les chartes IA par nature vont être très évolutives, vous pouvez en trouver plein d'exemples aujourd'hui sur les IA d'ailleurs. Et puis la BPI, je crois, fait un recensement de chartes IA dans les entreprises. Il faut trouver le bon niveau d'argumentaire selon la taille et les enjeux qu'il y a chez vous, bien sûr. Sur le vivre avec, moi j'insiste beaucoup là-dessus. C'est une des préoccupations des gens, c'est de se dire oui, mais on va tout faire avec l'IA, tout ça, on ne se parle plus, on ne se voit plus, etc. L'IA va rajouter une couche aux liens qui peuvent se distendre dans certaines entreprises, avec le télétravail par exemple, etc. Et en fait, moi je leur dis toujours, libérer un peu de temps grâce à l'IA et refabriquer du temps humain. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce temps humain? On va parler d'IA. En fait, vous allez voir que l'IA, c'est des sujets tellement émotionnels, tellement existentiels pour certaines personnes et pour l'entreprise aussi, que recréer ce qu'on appelle les cafés IA, c'est-à-dire des moments plus ou moins formels où entre eux, les gens peuvent débunker soit des réussites, soit des difficultés, soit des angoisses, est-ce que j'ai bien fait tout ça?
voilà, consacrer du temps à ça, fabriquer des cafés IA en interne. Certaines entreprises commencent à le faire et je trouve ça très, très chouette. Voilà, moi, c'est l'outil que je préfère. Et puis, dans le valoriser, encore une fois, c'est valoriser tout ce qu'on va voir sur le terrain. Dès que le climat de confiance est suffisant, faites une photographie des usages, comme vous l'avez fait, Juliette, ici. Se dire, bon, on peut parler d'IA entre nous, c'est OK. Est-ce que chacun, de façon nominative ou pas, pour commencer, peut dire quels outils il utilise, pour faire quoi, qu'est-ce qu'il y gagne, quelles difficultés il a rencontrées. Cette photographie, elle est vraiment intéressante pour tout le monde, et y compris pour les salariés, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui, en 2025, on se dit 3 ans après ChatGPT, il y a des gens qui se sentent on est à la ramasse, on a raté le train de l'IA, on est à la queue de tout, on est perdu pour l'IA. Dans tous les groupes que je vois, il y a encore plus de 50% des salariés et des dirigeants qui n'utilisent pas l'IA. Donc, on n'est pas du tout à la ramasse quand on n'est pas sur l'IA en 2025. Et ça, les gens vont s'en rendre compte en faisant la photographie et ça va les rassurer. Voilà, c'est un peu les outils dont je voulais vous parler. Et puis, une fois qu'on est dans la valorisation, quand on a le climat de confiance, la transparence en interne et vers l'externe, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Comment je dis à mes collègues que je l'ai fait avec l'IA, par l'IA ou sans l'IA? Est-ce qu'on est clair entre nous et est-ce qu'on est clair avec nos clients pour dire, voilà, ça, c'est le rapport, il est full IA. Non, c'est l'IA et moi, l'IA et nous, ou zéro IA. Ça, il faut aussi aller vers ce genre de transparence. Et puis après, on teste, on expérimente et on avance tous. On est tous en train de découvrir l'IA, en fait. Donc, on fait tous avec et ça va tellement vite. Il faut le faire en groupe. Voilà. Je pense que l'enjeu, c'est de jamais garder tout seul ces avancées pour l'IA parce que je peux aussi témoigner d'un truc, c'est que les gens très curieux de l'IA, il y en a qui passent une demi-journée par semaine ou par jour à faire de la veille sur l'IA. Et ça, la productivité, elle est moyenne, en fait. Donc, il y a aussi ce risque-là. Donc, faites-en un sujet collectif et je trouve que c'est un super moment pour fabriquer des moments humains, pour le coup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tourné ce webinaire aussi autour des risques et des opportunités sur le plan RH, avec vraiment cette réflexion qui va conduire sur le temps de travail, parce qu'en France, on reste dans une culture majoritairement du présentisme, donc comment ça réinterroge tout ça aussi. La question, bien sûr, de l'employabilité à terme pour certaines fonctions, la question de différentiel de productivité, de comment on gère ça en termes de management, de primes, etc. La question du lien intergénérationnel dont tu as parlé, de la relation à son management quand ChatGPT devient finalement son manager quasiment pour certains. Donc, il y a des thématiques très, très RH, mais tu as touché du point là sur ta dernière intervention à un autre sujet qui est vraiment le sujet de la transparence externe, c'est-à-dire effectivement pour nos parties prenantes, pour nos clients, pour toutes les personnes qui vont être dans notre écosystème, finalement, qu'est-ce qu'on dit de l'IA? Et aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux. Je pense que vous voyez sur LinkedIn, moi, un post qui a été écrit avec l'IA, je le vois à peu près en 30 secondes si la personne n'a pas été formée, qu'elle a juste fait un prompt rapide. Et donc, ça crée aussi beaucoup de bruit, beaucoup de messages qui sont quelque part sans intérêt et très formatés, en fait, IA. Donc, ça agace. Et donc, finalement, si votre communicant, il n'a pas été formé, qu'un jour, il s'amuse à utiliser et qu'il met un post corporate sur votre page LinkedIn qui a été fabriqué entièrement avec l'IA, qu'est-ce que ça dit de vous à l'extérieur aussi? Donc, il y a quand même ces sujets de marque externe qui sont importants et de relations avec vos clients. Et cette transparence, si effectivement on n'ouvre pas le débat en interne, c'est difficile de porter ce message en externe. Donc, d'où l'importance pour nous d'ouvrir le débat et de mettre en place des choses, de cadrer les sujets pour les collaborateurs. Clémence, peut-être le mot de la fin pour toi, je vais faire un petit tour, mais aussi avec Ben, mais si tu avais un conseil, c'est-à-dire une fois qu'on a fait son coming out, puisque beaucoup ont fait leur coming out, si on en croit le sondage qu'on vous avait fait juste avant cette slide, quel serait ton conseil une fois qu'on a fait son coming out? C'est-à-dire c'est OK pour le dirigeant d'en parler. Ce serait quoi la best practice, le truc qui est le plus important pour soi? Je pense que c'est de s'aligner déjà, de communiquer, de former, quoi. S'aligner, communiquer, former. Merci à toi. Ben? Parler. Juste parler. Il y a plein de dirigeants qui disent « mais moi, je ne sais pas ce que je vais leur dire sur l'IA ». Je dis « dites-leur que vous ne savez pas ce que vous pouvez dire sur l'IA et parlez-en ensemble, c'est déjà mieux que laisser tout le monde dans le doute et dans le flou ». C'est une bonne occasion de co-construire. C'est un super outil d'intelligence collective, l'IA. Un super outil.
Top. Merci beaucoup à toutes les deux. Avant de clôturer ce webinaire, puisqu'il est 21, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là du coming out, du comment, des exemples? Tout à l'heure, quelqu'un demandait si la charte informatique de Sylvadect était communicable. Je n'en sais rien, mais en tout cas, sur BPI, vous pouvez avoir des exemples de chartes, comme le disait Bénédicte, qui pourront vous inspirer, puisqu'ils ont aggloméré plusieurs chartes pour vous donner des exemples. Est-ce qu'il y a des questions sur cette façon de faire, de comment faire? Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses? C'est le moment de nous dire aussi, comme c'est une première édition pour nous en distanciel. Vous m'avez même pas coupé l'appétit. Merci Sophie. Du coup, pendant que vous faites vos réactions, dites-nous en quelques mots qu'est-ce qui était le plus intéressant pour vous. Comme ça, on pourra aussi s'améliorer. On vous fera parvenir d'ailleurs à suite un petit sondage pour voir comment on peut effectivement encore être plus pertinent sur nos webinaires s'il le faut. Je voulais juste terminer sur quand même ces aspects de formation parce qu'évidemment, comme on vous l'a dit, et d'ailleurs, je remercie Sylvadec qui est aussi adhérent de Vénétis d'être passé par Vénétis Formation pour former les équipes. Mais avec Bénédicte, on travaille maintenant depuis 2 ans sur ces sujets, sur la formation by Vénétis, qui est notre autre activité après le temps partagé. Et donc, Rachel, si tu peux me passer la petite carte, sachez qu'on a plein de modules animés donc, par Bénédicte ici présente qui vont arriver pour la fin d'année. On en a aussi pas mal en 2026. Ces modules, ils sont pour certains inter, c'est-à-dire vous pouvez choisir de mettre 1 ou 2 salariés ou même de venir, ça mélange des dirigeants, des salariés, c'est des publics très larges, quelle que soit l'entreprise. Et puis, on a aussi des dispositifs intra, comme pour les CODIR dont parlait Clémence tout à l'heure, où là, pour le coup, il y a aussi des sujets qui ont besoin de rester dans l'entreprise avant de pouvoir être partagés. Et donc, il y a aussi des formations intra qu'on peut déployer pour les CODIR. Et puis, bien sûr, nos formations métiers appliquées à chacune des fonctions, également déployées par Bénédicte dans la formation by Vénétis. Donc, plein d'opportunités pour vous de vous former, de former peut-être vos équipes, parce que peut-être que vous êtes en plus très moteur. Quand je vois les réponses au sondage, j'ai l'impression que vous êtes plutôt moteur pour ceux qui étaient présents sur l'IA. Donc, c'est peut-être aussi d'embarquer vos équipes avec des modules de formation. En tout cas, n'hésitez pas à appeler Rachel, Isabelle ou moi, vous avez nos contacts. Et soit qu'on crée un module spécifique pour votre entreprise, soit venir vous associer au module qu'on a déjà. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot, Bénédicte, là-dessus? Non, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'IA. Il n'y a plus qu'IA. Ce sera le mot de la fin. Je regarde juste s'il n'y a pas eu des questions. Plaisir. Oui, c'est sûr. Serait-il possible? Bien sûr, le replay sera partagé à tous les membres qui ont participé. Donc, vous recevrez un petit mail avec le replay. Alors, comme encore une fois, c'est notre première fois sur Livestorm, on va prendre le temps de voir comment on peut faire le replay et vous l'envoyer. Merci à vous. Oui, tout à fait, vous pourrez avoir le début. Merci. Moi, il y avait une question sur le règlement intérieur. J'ai répondu par écrit, mais franchement, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce qu'à chaque fois, il faut le refaire passer en CSE et tutti quanti. Je pense que dans la charte à part ou la charte IT, c'est plus. Enfin, en fait, ça évolue tellement vite que le mettre dans le règlement intérieur, ça ne me paraît pas la meilleure solution. Ouais. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation. À vérifier. Et oui, merci Chiara de ton message aussi. C'est vrai que ça évolue tellement vite, mais on s'en rend compte pour travailler au quotidien avec Bénédicte. Donc en fait, on avait fait un lab en présentiel il y a presque 1 an et demi maintenant. Et effectivement, depuis, ça a déjà énormément évolué, effectivement. Bravo. OK. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous avez quand même réussi à manger un petit sandwich vite fait en nous écoutant. Et je vous dis à très bientôt. On est bien sûr disponibles toutes les 3 pour répondre à vos questions, même après la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci.